Hello, hello, salut, ça y est, on est en live avec Solène. Coucou Solène. Ouais, bonjour Lydie, puis bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là. Donc, déjà, en petite introduction, je vous rappelle le thème de cette interview aujourd'hui. Donc, c'est éthique et abondance, comment s'inspirer de la permaculture pour entreprendre. Et donc, pour cette interview, je suis hyper heureuse d'accueillir aujourd'hui Solène de Creators for Good avec mon super accent anglais. Et voilà, et je voudrais juste introduire rapidement ce thème, ce sujet, et puis après on pourra se présenter rapidement chacune. Et puis moi j'ai plein de questions à poser à Solène, et puis j'espère que vous aussi vous avez des questions, des remarques pour pouvoir interagir, parce que c'est vraiment l'intérêt du direct, de pouvoir aussi échanger ensemble et avec Solène. Voilà, donc tout simplement, c'est un sujet alors qui m'est venu. Pourquoi? Déjà parce que Solène vient juste, je vais essayer de me mettre au milieu. Solène vient juste de publier son livre qui s'appelle Le Guide de l'entrepreneur durable, et il se trouve que justement dans ce livre, elle propose de s'inspirer des 12 principes de la permaculture, et donc je lis ce qui était indiqué: pour créer un impact positif, résilience et abondance. Et évidemment, c'est un sujet qui, moi, me parle énormément. Parce que je trouve que c'est hyper important quand on développe des projets éthiques qui ont vocation à avoir un impact, et ben de réussir à en vivre correctement. Et puis, je suis très sensible à l'approche de la permaculture, et donc voilà, j'ai trouvé ça très 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 intéressant. Donc voilà un petit peu le pourquoi du comment de cette interview. Et puis pour la petite histoire, sachez-le quand même, avec Solène, on se connaît déjà depuis quelques années, puisque Solène m'a accompagnée à une période importante de mon activité, de l'évolution de mon activité. Et on a aussi travaillé ensemble lors d'une retraite. Enfin, voilà, j'ai participé à l'une des retraites de Solène. Et justement, le thème de cette retraite, c'était la permaculture aussi, au service de nos activités d'entrepreneurs. Donc voilà, donc je sais à quel point c'est un sujet à la fois important pour Solène et en même temps que tu maîtrises et que tu utilises super bien. Donc voilà, ça m'a donné envie de t'inviter. Voilà, Super. grande introduction. Et suite à ça, est-ce que Solène, tu aurais envie de te présenter en quelques mots? Oui, carrément. Bah, déjà, merci pour ton invitation et puis pour cette intro. Je suis ravie que tout ça, ça te parle, puis que ça va sûrement parler aussi aux personnes qui regardent cette interview et qui participent, pour celles qui sont en direct. Donc moi, je m'appelle Solène. Comme tu le disais, j'ai monté une activité qui s'appelle Creators for Good. Ça fait 6-7 ans maintenant. Et en fait, j'accompagne des femmes qui se reconvertissent dans l'entrepreneuriat et qui ont toutes pour point commun d'avoir envie d'avoir un impact positif pour la planète. Moi-même, c'est ce qui m'a poussée à entreprendre. À la base, j'ai un master en développement durable. J'ai travaillé en entreprise et j'y trouvais pas du tout mon compte d'un point de vue sens et éthique. Et puis, un burn-out m'a mis les yeux en face des trous, comme on dit, et m'a fait prendre la décision de voler de mes propres ailes. Et c'est ce à quoi finalement j'accompagne mes clientes aujourd'hui et depuis, à la fois pour certaines simplement à démarrer, donc soit à trouver leur idée ou à trouver leur premier client, et d'autres qui sont déjà entrepreneurs à monter en fait en puissance dans leur développement pour pouvoir vivre de leur activité, voire même démultiplier leur impact. Et effectivement, cette notion d'éthique et d'abondance, elle est importante à tous les stades de développement d'une activité entrepreneuriale. À partir du moment où on pose les premiers jalons, qu'on réfléchit à son business model, qu'on se fixe des objectifs aussi. Et même voilà, quand on est plus avancé, c'est hyper important d'être au clair sur le fait que éthique et abondance financière en tout cas est totalement compatible. C'est même souhaitable. Et puis du coup, c'est pour ça que ça m'a amené à vouloir présenter ces conseils-là sous le prisme de la permaculture, parce qu'on le verra peut-être tout à l'heure dans tes autres questions, mais c'est une belle métaphore pour s'autoriser à être abondant lorsqu'on est éthique. Ok, super. Bon, merci pour ta présentation. Ça permet
voilà, aux personnes qui te connaissent pas encore, de savoir qui tu es et de d'où tu parles, depuis quelle expérience tu parles et depuis quelle expérience tu as écrit donc ce fameux livre sur lequel on va s'appuyer pour cette interview. Moi, je vais me présenter aussi très rapidement, voilà, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, peut-être les personnes qui ont rejoint l'interview depuis ton réseau, par exemple, Solène. Donc moi, je m'appelle Lydie, donc je suis la fondatrice de La Forêt qui pousse et je suis accompagnatrice. Moi aussi, j'accompagne des personnes qui, comme toi, développent des projets éthiques qui ont du sens. C'est des personnes qui s'intéressent à beaucoup de choses, qui ont plutôt l'impression de se disperser, de partir dans tous les sens, voilà. Et donc je les accompagne à clarifier finalement où elles en sont et où elles veulent aller dans leurs différents projets. Je les accompagne à entreprendre quand elles souhaitent entreprendre ou quand elles le sont déjà. Et à mieux coopérer quand il s'agit de projets collectifs. Donc voilà, c'est La Forêt qui pousse. Et donc, maintenant qu'on a fini les présentations, je te propose qu'on rentre et je vous propose à tous qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc moi, j'ai ma liste de questions, comme toujours, comme pour chaque interview. Mais ce qui m'intéresserait, ce serait déjà, avant que moi, je commence à déballer toutes mes questions, que vous commenciez peut-être à me dire, à nous partager en commentaire, qu'est-ce qui vous intéresse dans le sujet de cette interview. Qu'est-ce qui vous a attiré? Parce que j'imagine que vous avez plein de choses à faire aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de prendre un peu de votre temps sur votre temps déjeuner ou avant le temps du déjeuner? Qu'est-ce que vous venez chercher dans cette interview? Et nous, ça nous aidera aussi à orienter un peu plus les questions, les réponses dans ce sens. Donc voilà, n'hésitez pas, soyez pas timide. Surtout qu'en plus, vous êtes à l'écrit, c'est nous qui sommes, qui sommes filmés. Donc voilà, dites-nous un petit peu ce qui vous intéresse. Et en attendant que les réponses arrivent, parce qu'il y a parfois un petit décalage technique, ce que je propose, c'est peut-être que Solène, que tu nous expliques, voilà, c'est quoi finalement les 12 principes de la permaculture? Alors, c'est pas une interro. Non, carrément. Non, mais parce qu'effectivement, en fait, la permaculture, je pense qu'on est de plus en plus à en avoir entendu parler, ou en tout cas, le mot en tant que tel, on le voit passer de temps en temps, mais on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière. Moi, d'ailleurs, très clairement, j'en avais entendu parler depuis un bout de temps avant de m'y intéresser plus en détail. En gros, la permaculture, ça a été inventé dans les années 70 par deux chercheurs australiens qui se sont posé la question de créer un modèle durable au sens qui puisse être perpétuel, enfin permanence. En fait, dans permaculture, il y a le mot permac de permanence. Suite en fait au désastre écologique lié à l'agriculture intensive après-guerre. Donc après-guerre, il a fallu nourrir ceux qui avaient survécu à la Seconde Guerre mondiale. On avait toute la mécanisation et la chimie que nous a apporté la guerre, et donc ça a transformé le modèle agricole. Et donc à très court terme, c'était super parce qu'on a pu produire beaucoup plus de nourriture en quantité. Sauf que très très vite, on s'est rendu compte que ça flinguait les écosystèmes et que c'était pas du tout durable. Et donc ils se sont posé la question de comment est-ce qu'on peut créer de l'abondance sans détruire ce qui nous permet de la créer. Ce qui était une bonne question à se poser, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et ils se sont en fait inspirés d'autres recherches qui les avaient précédées. Notamment pas mal de recherches en biomimétisme en fait, c'est-à-dire en observant la nature, comment elle fonctionne et pouvoir répliquer ça dans le design et la création de systèmes. Et ils ont réussi en fait à créer une méthode, la permaculture, qui permet trois choses. D'être bénéfique à la planète, donc plutôt que d'épuiser ses ressources, on la régénère. D'être bénéfique aux humains, parce qu'en fait, la permaculture permet aussi de moins travailler versus l'agriculture intensive, et d'être abondant.
Donc en permaculture, c'est pas juste on cultive son petit lopin de terre et on arrive à manger, à être dans la subsistance, mais au contraire, on cultive son lopin de terre. Non seulement on a assez pour soi, mais on a aussi en abondance pour pouvoir partager et pour pouvoir vendre, pour pouvoir du coup après investir. Enfin bref, donc il y a cette notion d'abondance qui est déjà imbriquée en fait dans la permaculture. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que ça a été inventé pour l'agriculture, mais finalement, ce modèle de design, il peut être appliqué à n'importe quel domaine. Ça peut être appliqué à la finance. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Blooming People qui en parle, que moi j'avais découvert il y a quelques années, que j'ai adoré, de Catel Bosser. Ça peut être appliqué. Ouais, tu l'as lu aussi. Enfin, les deux. Elle en a écrit deux, du coup. Ouais. Ouais. C'est Blooming People et le deuxième, c'est Blooming Company, je crois. Ensuite, ça peut être appliqué aux relations humaines. Toi qui t'intéresses à la coopération, il y a aussi un livre du coup qui s'appelle La permaculture humaine et qui en fait permet d'appliquer ces principes de permaculture à la façon dont on s'organise entre humains. Et du coup, l'idée du livre que j'ai écrit, c'est d'appliquer la permaculture à l'entrepreneuriat dans cette optique d'avoir des projets qui soient utiles à la planète, à la société, qui ne nous fassent pas faire des burn-out, nous entrepreneurs qui sommes à risque, et qui permettent d'être abondants financièrement, donc sans se cramer et sans travailler jour, soir, nuit, week-end et nuit comprise. Donc je trouve que c'est une belle réponse en fait à ce que cherchent beaucoup d'entrepreneurs, ou en tout cas moi les entrepreneurs que je rencontre dans ma pratique qui se lancent dans l'entrepreneuriat pas pour reprendre la boîte de papa ou parce qu'ils ont une idée lumineuse qui va révolutionner la planète, mais parce qu'ils ont envie d'un meilleur équilibre, d'être maîtres de leur temps, d'être en adéquation avec leurs valeurs, de donner du sens à leur travail. Et en même temps, ils ont envie aussi de pouvoir vivre sereinement et d'avoir une sécurité économique. Et parfois, on a l'impression que ça va être incompatible avec cette idée de durabilité, de sens, d'éthique. Et c'est vraiment ce que nous apporte la permaculture, c'est de dire que non, en fait, c'est éthique et durable que d'être en abondance financière. Super. Bon écoute, merci beaucoup pour cette introduction parce que c'est vrai que ça permet déjà, de reposer les bases de ce que c'est que la permaculture. Je ne sais pas si parmi les personnes qui sont là en direct aujourd'hui, si vous connaissiez déjà la permaculture. Alors je vois qu'il y a Amélie qui est là, par exemple. Je sais qu'Amélie elle connaît bien la permaculture. Mais voilà, pour les autres personnes qui sont là, est-ce que vous connaissez déjà la permaculture ou justement ce que Solène vient de partager vous permet d'y voir un peu plus clair. N'hésitez pas à nous dire en commentaire parce que là aussi ça nous permet d'adapter, d'affiner un petit peu. Et je vais peut-être juste rajouter, parce que je me rends compte que j'ai pas tout à fait répondu à ta question. Tu demandais les 12 principes de la permaculture. Parce que donc là, j'ai parlé de la permaculture et en fait des 3 éthiques, donc la terre, les humains et l'abondance. Et en fait, les 12 principes, c'est comme une sorte de mode d'emploi pour concrétiser ces 3 éthiques. Et ça nous donne en fait des choses très claires à mettre en place. Que ce soit pour cultiver son lopin de terre ou en tant qu'entrepreneur, pour en fait traduire ces trois éthiques dans le concret. En fait, les principes, c'est des principes d'action. Et c'est ça aussi que j'aime beaucoup en permaculture, moi qui ai étudié le développement durable. Dans le développement durable, on a les mêmes 3 pôles. Donc, on a sociétal ou social, environnemental et économique. Et puis, c'est quand tu trouves la bonne combinaison des 3 ou l'équilibre entre les 3, paf, c'est durable. Le problème du développement durable, c'est qu'à part avoir dit ça, derrière, on n'a pas de mode d'emploi. Et donc, non, c'est pas forcément démerde-toi, mais du coup, c'est assez nébuleux, quoi. Ça reste très idéaliste finalement. Alors que la permaculture, parce que ça a été inventé dans un but pratique qui était de cultiver la terre, du coup, il y a non seulement les trois pôles auxquels je pense sur lesquels on est tous d'accord, mais il y a aussi un mode d'emploi. Donc là, moi, j'ai choisi d'utiliser les 12 principes qui sont les plus connus, mais en fait, il y en a d'autres qui ont été développés, qui sont un peu la même chose dit différemment. Donc, c'est pour ça, moi, j'en utilise 12 dans mon livre. J'explique d'ailleurs pourquoi j'utilise ces 12-là. Mais vous pouvez en voir passer d'autres. Le tout, c'est de se rappeler qu'à la base, tous ces principes-là
ils sont dans le but de pouvoir trouver cet équilibre entre un bien-être des humains, un bien-être de la planète et un bien-être économique de tous. Ok, super. Je te propose qu'on fasse un petit tour du côté des commentaires et puis après, en ce qui concerne vraiment les 12 principes de la permaculture, peut-être que ce qu'on pourrait faire pendant cette interview, c'est d'aller explorer un petit peu des exemples concrets en prenant par exemple un principe et en voyant concrètement qu'est-ce que ça donne dans l'entrepreneuriat. Et donc du coup, on a Liane qui nous dit, alors donc en réponse à ma question de tout à l'heure de pourquoi vous avez décidé de prendre du temps pour participer à cette interview en direct, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce sujet? Donc Liane qui nous dit, je suis Solène depuis quelques temps et j'étais curieuse de cette interview et j'ai beaucoup entendu parler de son livre. C'est en train de remonter. Et j'ai beaucoup entendu parler de son livre que je n'ai pas encore lu. Ok. On a Amélie qui dit « Je lâche mon taf salarié cette année avant de poser le genou à terre et je développe mon propre projet que j'ai déjà mis en œuvre l'année dernière. Et maintenant, je me connecte au réseau d'accompagnement de porteurs de projets pour passer une étape supérieure sur le développement éco et je cherche à structurer mon développement. » Voilà, on a Liane qui nous dit « Super pour Catel Bosser ». Je pense que j'avais déjà parlé avec Liane du livre, donc je pense que Liane l'a lu. Liane qui dit « Je connais de loin donc la permaculture. Ma maman développe un jardin en perma, mais je ne le pratique pas ni au jardin ni ailleurs. » Ok, donc là, c'est intéressant justement d'aller creuser un petit peu. Et puis Amélie qui nous dit « J'ai intégré les principes de la perma depuis 2012 dans toutes les dimensions de ma vie, mais j'aimerais approfondir sur la dimension entrepreneuriale et en lien avec mon projet. » Donc génial, parce que là, on a vraiment deux exemples parfaits. À la fois avec Liane qui est curieuse mais qui connaît pas encore plus que ça, et puis Amélie qui connaît bien, mais à voir comment ça peut s'intégrer dans la sphère entrepreneuriale. Ça te va, Solène? Bah ouais, carrément. Non, mais c'est super de voir qu'effectivement cette notion, elle attise la curiosité à la fois des personnes qui connaissent pas forcément encore dans le détail, mais aussi de celles qui l'ont déjà appliqué à d'autres dimensions et qui se disent ah mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr, je pourrais l'intégrer à mon activité finalement. Ouais, super. Bon et du coup, je te propose peut-être qu'on prenne des exemples concrets et qu'on puisse voir concrètement ce que ça donne d'entreprendre en s'inspirant de la permaculture. Juste une petite précision quand même que je voulais faire par rapport donc à ton livre, puisque bon, c'est quand même la sortie officielle là en ce moment, donc c'est quand même l'événement. Moi, je voudrais juste préciser que ce que j'ai vraiment apprécié dans ce livre, c'est que justement, il y a des exemples, il y a du vécu, du concret, des histoires d'entrepreneurs qui sont racontées et que c'est articulé avec des apports théoriques. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai lu et que je le vois, donc je le dis avec mes mots, et avec des exercices pratico-pratiques qui sont proposés, que tu appelles donc d'auto-coaching. Et ce que je propose là justement, c'est que pendant cette interview, on puisse creuser un petit peu et garder un peu cette même approche et se dire, ok, si on devait prendre un exemple d'étapes ou de problématiques qui peuvent se poser aux entrepreneurs à certains moments, finalement, c'est quoi les principes qu'on peut appliquer et comment concrètement ça marche. Ouais. Ça te parle, Solène ? Ouais, super. Et je pense que le mieux, c'est effectivement peut-être de prendre un principe et comme ça d'aller un peu dans le détail parce que c'est difficile de parler de tous. On va rester en surface en fait si on fait ça. Donc on peut s'appuyer sur un exemple, bien creuser, et puis ça permettra de se rendre compte de ce que ça donne. Et après pour les autres, faut aller regarder dans le livre. Voilà, c'est super. Si on le lisait, on pourrait le lire à haute voix, ça prendrait des heures et ce serait peut-être moins intéressant qu'effectivement de rentrer dans la pratique, quoi. Ouais, super. Alors, est-ce qu'il y a un principe justement qui toi t'inspire un peu plus que les autres aujourd'hui, là maintenant, tout de suite, et que tu aimerais qu'on aille creuser ensemble ? Moi, je les trouve tous inspirants. Après, il y a un principe qui peut être pas mal, c'est celui de favoriser la diversité. Parce que ça, je pense que ça va parler, quelle que soit l'étape où on en est.
Et favoriser la diversité. Donc, c'est un des principes clés de la permaculture. Donc, je peux peut-être repartir un peu de la théorie. Ensuite, on ira voir en pratique ce que ça donne pour nous, entrepreneurs. Mais donc, la permaculture, en fait, ça nous invite à favoriser la diversité. À contrario, donc si on se rappelle que ça vient de l'agriculture, à contrario de l'agriculture traditionnelle qui est monoculturelle et où on cultive la même chose sur des kilomètres. Le problème de cultiver la même chose sur des kilomètres, c'est que dès que tu as une maladie, paf, ça ravage de partout. Ça attire des nuisibles, donc les souris, les rats, tout ça, voilà, c'est festival. Et du coup, ça oblige, entre guillemets, à utiliser des intrants chimiques pour éviter les maladies, les nuisibles et tout ce qui est créé en fait par cette surabondance monoculturelle. Non. Bref, quand on ne cultive que la même chose. Alors que quand on favorise la diversité, lorsqu'on cultive un jardin par exemple, si jamais il y a une maladie sur, je sais pas, le cerisier, c'est pas grave parce qu'il y a le pommier et le poirier qui continuent à donner des fruits, donc on n'a pas besoin de traiter nécessairement puisqu'on a d'autres sources en fait d'abondance. Cette diversité, donc elle diminue les risques et puis elle favorise aussi le fait d'avoir moins de travail. Pourquoi ? Parce que les espèces entre elles s'entraident. Donc il y a un exemple qui est assez connu qui est il y a les salades, on met des canards qui vivent près des salades, ils mangent les limaces, ce qui permet aux salades de se développer pleinement. Les excréments des canards viennent fertiliser la terre. Et donc, il y a moins de travail pour l'homme. Alors que quand on est en monoculture, ça demande beaucoup de travail à faire puisqu'il n'y a pas d'interaction naturelle en fait qui se passe. Et du coup, favoriser la diversité appliquée au monde du travail ou à l'entrepreneuriat. Déjà, ce qui est intéressant comme parallèle à faire, c'est de se dire, finalement, le salariat qu'on nous a vendu toute notre vie à l'école et qui fait l'unanimité, mais c'est de la monoculture. C'est-à-dire que tu reçois un salaire fixe et prévisible, certes, mais d'une seule source. Donc, le jour où l'entreprise va mal et qu'elle salarie tout le monde, le jour où on te met un boss horrible qui te mène au burn-out, ou le jour où il y a quelque chose qui se passe mal, paf, en fait, tu es dépendant d'une seule source de revenus et c'est en fait beaucoup plus précaire que d'être dans un système diversifié. Donc, par exemple, l'entrepreneuriat, où on a plusieurs sources de revenus, plusieurs clients, et où si un jour il y en a un dont l'industrie s'écroule, il y a les autres. Si un jour il y en a un qui devient imbuvable et qui pourrait nous mener au burn-out, ciao, et puis on se concentre sur les autres. Enfin, du coup, ça permet en fait une plus grande résilience, ça fait diminuer les risques. Par rapport au salariat. Et rien que ça, je trouve que c'est hyper intéressant de se rendre compte à quel point la société nous ment et à quel point quand on se dit, oh là là, on prend un risque en se lançant en entrepreneur, dis donc, faut être courageux et puis t'as pas peur et tu vas avoir un trou dans ton CV, tout ça, faut se rendre compte que c'est en fait une aberration. Les risques ne sont pas forcément là où on les voit. Exactement. Et rien que ça, moi, je trouve que c'est hyper apaisant de se dire qu'on n'est pas à côté de la plaque, en fait, de mener nos propres activités. N'importe quel conseiller financier vous dira toujours de pas mettre tous les œufs dans le même panier. On ne mise pas toute sa sécurité financière sur une source. Et donc, en fait, le salariat, c'est pas du tout sécure. Quoi qu'on en dise dans les journaux ou quoi que votre banquier vous fasse penser. Donc ça, c'est déjà un premier point. Donc ça fait diminuer les risques et puis ça fait, comme je disais, diminuer le travail. Pourquoi ? Parce que quand on a nos divers clients là, on va pouvoir les mettre en réseau. On va faire faciliter l'entraide. On va pouvoir se dire tiens, quand j'ai tel client, ça me fait imaginer des outils que je vais pouvoir partager avec d'autres. Ça permet de recycler d'un à l'autre et ça crée en fait un écosystème
qui va s'auto-soutenir et qui va permettre en fait de faire baisser la charge de travail nécessaire. Et ça aussi, quand on est entrepreneur ou quand on est maman notamment et qu'on a un emploi du temps, enfin ou en tout cas une capacité de travail limitée, bah, c'est aussi hyper rassurant de se dire que cette diversité en fait, elle va permettre d'avoir une efficacité plus grande. Alors après, il y a un équilibre à trouver pour être en efficacité justement. Quand on est freelance et qu'on n'a que 2 ou 3 clients, c'est compliqué en fait. Enfin, on maximise pas ce levier de la diversité. C'est pour ça que c'est plus intéressant en fait d'avoir un système, un mode de fonctionnement comme moi j'appelle entrepreneur versus freelance. Je sais que tout le monde a des définitions un peu différentes derrière ces mots-là, mais ce que je veux dire quand je parle d'entrepreneur versus freelance, c'est que l'entrepreneur il crée une solution qui va vendre à ses différents clients plutôt que de suivre un cahier des charges imposé qui du coup limite le nombre de projets qu'on peut avoir en parallèle. Parce qu'encore une fois, en permaculture, on favorise la diversité. Donc voilà, ça donne un peu une idée de comment appliquer finalement ce principe permaculturel à l'entrepreneuriat. Et après, je sais pas, Lydie, peut-être qu'on peut rentrer dans une problématique. Il faudrait poser une question et voir en quoi ce principe il peut s'appliquer. Ouais, complètement. Et ben moi, ce que je propose, c'est aux personnes qui nous regardent en direct, en live, de nous dire déjà si ce que Solène vient de présenter, ça vous parle ou si ça vous paraît mais complètement bizarre. Enfin, dites-nous si ça vous parle. Je vois qu'il y a un petit cœur qui est en train d'arriver. Vous pouvez faire des petits cœurs ou vous pouvez le mettre en commentaire comme vous voulez. Et puis, si vous avez justement une question pratico-pratique qui se pose à vous en ce moment, ça peut être l'occasion. Alors, je vous dis pas qu'on pourra prendre toutes les questions s'il y en a plusieurs, en tout cas tous les cas concrets. Mais voilà, s'il y a une question qui vous vient, un exemple précis de quelque chose de vivant que vous vivez par exemple en ce moment et pour lequel vous vous dites, bah tiens, dans quelle mesure la permaculture pourrait être ressource ou pourrait être aidante dans ce cas de figure, dites-le moi, enfin dites-le nous en commentaire. Et puis si ça vous inspire pas comme question, et ben moi je pense que je trouverai une question qui me viendra. Alors donc on a Liane qui nous dit mais oui c'est tellement vrai cette notion de diversité en entrepreneuriat. Bon bah c'est super ça que ça te parle. Moi ça me parle aussi beaucoup parce qu'effectivement je voyais pas les choses comme ça avant là de t'entendre justement sur cette histoire du salariat et de l'entrepreneuriat, du fait d'avoir plusieurs clients, mais ça me paraît effectivement évident, c'est-à-dire que au-delà même de la question de perdre son emploi, parce que bon bah parfois je sais pas, on peut être dans la fonction publique et on sait qu'en fait on va a priori pas perdre son emploi, on peut effectivement se retrouver à un moment dans un contexte qui est difficile. Moi, ça a été mon cas. Hein. J'étais dans la fonction publique avant de créer mon activité. Et ça a été pareil, j'ai frôlé le burn-out et il fallait partir, quoi, vraiment, pour ma santé mentale, j'ai envie de dire. Et effectivement, dans ces moments-là, c'est tout sauf sécure. Donc moi, ça me parle complètement. Alors, du coup, on a une question qui est arrivée en attendant. Et donc, c'est la question d'Amélie qui nous dit sur le principe de diversification et d'appui du réseau. OK, mais quand tu reçois énormément de sollicitations, comment prioriser ? Alors, Solène, est-ce que cette question t'inspire et est-ce que tu vois comment utiliser justement les principes de la permaculture pour répondre à cette question ? C'est un super exercice, hein ? Ouais, non, mais carrément. Parce que justement, pour reprendre ce que je viens de dire il y a un équilibre à trouver pour être dans cette diversité fertile, entre guillemets. Et je parlais de l'exemple du freelance qui, certes, est un peu plus divers que le salarié, mais qui a 2-3 projets en parallèle, pas plus, parce que ça demande énormément de temps de réinventer la roue pour chacun. Et où, du coup, finalement, il est pas si diversifié que ça. Et effectivement, il y a l'extrême
inverse dont tu parles, Amélie, qui est ok, mais quand il y a trop, en fait, quand cette diversité elle est plus gérable, parce que on part dans tous les sens. Et effectivement, si je reprends la métaphore du jardin en permaculture, certes il y a différentes espèces qui cohabitent, mais s'il y en a trop, ça peut aussi perdre son efficacité. Et puis on va pas faire pousser une carotte, une pomme, une salade. Enfin voilà, il faut quand même qu'il y ait des choix qui soient faits pour qu'il y ait des vraies interactions entre les espèces et que ça devienne pas ingérable de tout gérer en parallèle. Donc, je comprends tout à fait ta question. Et effectivement, à l'échelle de l'entrepreneur, ça peut être, on a plein de sollicitations, on a plein d'opportunités. Et en même temps, on se rend bien compte que si on fait tout et qu'on dit oui à tout, on va là aussi partir en burn-out et c'est pas le but. Et donc, il y a des choix à faire. Je vais essayer de montrer à l'écran. Je ne sais pas si ça va bien se voir. Attends. Est-ce qu'on voit ma courbe là? On la voit pas très bien, mais au montage, on fera en sorte de la mettre en plus grand. Mais en gros, donc c'est la courbe du Lanovitz qui en fait montre effectivement qu'il y a des extrêmes. Donc il y a en fait, on est trop diversifié. Quand on est trop diversifié, ça amène de la stagnation. Pourquoi? Parce qu'en fait, on passe du coq à l'âne en permanence et en fait, on peut plus faire grandir. On est obligé donc oui, c'est hyper important de pouvoir faire le tri. Et une super manière de pouvoir faire ce tri, c'est de penser au fait que chaque élément doit avoir plusieurs fonctions, toujours dans cette idée diversifiée. D'ailleurs, en permaculture, on dit un élément, 3 fonctions. Après, ces chiffres-là, ils ont été choisis un peu comme ça, mais le truc à retenir, c'est de se dire chaque élément doit avoir plusieurs fonctions. On se rappelle, nos canards, ils mangent les limaces, puis aussi, ils font des excréments qui qui nourrissent la terre. Voilà. Et donc, l'idée de se dire, quand on a plein de sollicitations ou d'opportunités ou même d'idées simplement dans sa tête, de dire je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, simplement de se dire chacun de ces éléments doit aussi servir à d'autres. Qu'est-ce qui est recyclable? Qu'est-ce qui va être un pont possible avec d'autres éléments de mon écosystème? Et du coup, s'il y a des éléments qui en soi sont super, mais où il va pas y avoir de lien, il va pas y avoir d'interconnexion directe en tout cas, du coup, ça peut aider à faire le tri, de se dire, certes, ce projet-là, ça a l'air super, mais en même temps, ça va m'accaparer une partie de mon énergie et de mon attention, et il y aura pas de pont avec le reste, et donc, ça vaut moins le coup que cette autre possibilité qui en soi est tout aussi intéressante, mais aussi va me permettre à tel truc de faire le lien et à tel machin d'être nourri et à tel autre d'être recyclé. Parce que c'est important aussi d'avoir cette idée de ne pas avoir de déchets en fait, et du coup de ne pas utiliser son énergie dans une direction si derrière il n'y a pas un retour et d'autres choses qui sont créées par effet ricochet. D'ailleurs, ça, c'est un autre principe, ne pas créer de déchets, parce que tous les principes sont liés, évidemment. Mais en tout cas, moi, c'est un bon moyen, je trouve, de faire le tri, c'est de se dire, certes, en tant que tel, c'est intéressant. Après, derrière, quels sont les ponts et quels sont les effets ricochets possibles? Et s'il n'y en a pas beaucoup ou pas du tout, peut-être qu'effectivement, c'est pas un bon investissement de temps et d'énergie. Ok, super. Donc accepter aussi de faire des choix, accepter de renoncer à certaines choses, à certains projets, ou en tout cas ou de les mettre pour plus tard. Et pour répondre à la question d'Amélie, comment prioriser? En essayant de se concentrer en priorité sur les actions qui peuvent créer des passerelles avec d'autres actions, avec d'autres choses dans l'écosystème. C'est-à-dire on va faire une chose et puis on voit que ça va nourrir de plusieurs manières. Exactement, tout à fait. Super. T'as bien résumé. J'espère que ça te parle, Amélie. Dis-nous si ça fait sens. Alors justement, Amélie nous dit « Merci beaucoup pour la mise en parallèle avec la notion d'interconnexion.
Donc j'ai l'impression que ça répond à ta question, mais voilà, dis-nous en commentaire, Amélie, si c'est bien le cas ou s'il y a des petites choses à affiner. Et puis je vois qu'on a donc Swazig qui a mis un commentaire qui dit Hello, juste un coucou, je dois filer et faire un lien avec le livre de Solène, très clair, une vision écoféministe qui me correspond et qui donne de l'élan. Super. Ça fait plaisir d'avoir des retours comme ça quelques jours après la sortie de ton livre. Carrément. Merci Swazig. Génial. Super. Donc, je vous propose, il nous reste encore un petit peu de temps, donc on pourrait prendre une deuxième question, si vous voulez, et si Solène, t'es toujours prête et inspirée. Donc voilà, si vous avez aussi une situation particulière que vous vivez en ce moment, voilà, je préfère qu'on choisisse des situations qui sont vivantes, évidemment, hein, et qui vont pouvoir vous être utiles dès maintenant, que vous allez pouvoir mettre en application. Et ben, dites-nous, même si vous avez un doute, peut-être que vous vous dites, mais là, je ne sais pas si la permaculture ou les principes de la permaculture pourraient être utiles dans ce cas de figure. Voilà, n'hésitez pas à nous dire. Et puis sinon, on pourra prendre un exemple du livre, peut-être, puisqu'il y en a quand même un bon paquet dans le livre. Voilà, je regarde en même temps. Hop. Et puis, je vois que Amélie dit dans les commentaires, oui, c'est bien le cas, merci pour ton exemple. Bon, super. Alors ça veut dire que ça te parle bien. Bon, top. Ok. Alors là, je vois pas de nouvelles questions arriver. Est-ce que toi, Solène, il y a un autre exemple qui te parle et qu'on pourrait utiliser pour illustrer encore autrement l'usage de la permaculture quand on est entrepreneur? Je sais pas comment prendre un exemple comme ça, mais peut-être pour illustrer une pierre trois coups, parce que je trouve que alors c'est pas un principe en tant que tel, c'est un genre de sous-principe si tu veux, mais je le trouve intéressant et ça peut peut-être faire un parallèle avec la retraite dont tu parlais en début d'interview et puis la genèse du livre, puisqu'en fait j'ai eu envie d'écrire un livre à un moment de mon activité où j'avais envie de démultiplier mon impact, parce qu'en fait, moi, les services que je propose, ils sont principalement en individuel. Et du coup, au bout d'un certain moment, certes, il y a de la diversité, mais il y a une limite de temps qui fait que même si l'impact sur chaque individu est important, je suis limitée sur le nombre de personnes que je peux toucher. Et donc, à partir du moment où mon activité elle avait une certaine maturité, je pense que ça faisait bien 4-5 ans que j'étais entrepreneur, j'ai eu envie d'écrire un livre. Et j'ai repoussé pendant hyper longtemps, j'ai procrastiné à mort sur ce projet parce que déjà ça fait peur, parce que c'est un gros travail et parce qu'on n'a vite pas le temps en fait pour les choses qui font peur et qui demandent beaucoup de travail. Ah bon? C'est bizarre ça. Toi aussi. Et puis il y a plusieurs concours de circonstances qui ont fait que finalement je me suis mis à écrire un livre. Alors c'était pas celui-là. En fait, j'ai commencé à écrire quelque chose qui n'avait rien à voir. Et c'était l'année où donc j'ai organisé ma première retraite dans l'idée de créer du lien en fait entre mes clientes, diversité, créer des ponts. Et donc cette retraite, elle a eu lieu dans un lieu en permaculture, puisque j'avais cherché moi dans les lieux pour nous accueillir quelque chose qui soit aligné avec nos valeurs à toutes. Et il se trouvait que ce lieu-là était en permaculture et ça m'a donné l'idée de me dire ça pourrait être chouette d'avoir du coup comme thème d'atelier dans la retraite comment utiliser les principes de permaculture dans son activité. Et en fait, ça a été tellement chouette déjà moi intellectuellement de créer les ateliers, d'y réfléchir et tout, parce que j'avais fait plus ou moins des parallèles de manière plus ou moins consciente d'ailleurs, mais je m'étais jamais posé la question et puis j'avais jamais regardé chaque principe, ça comment on l'applique, etc. Et donc ça a été l'occasion en fait de le faire pour cette retraite. Et les retours ont été vraiment géniaux.
enfin au-delà en tout cas de ce que j'avais pu anticiper moi en faisant le travail en préparant la retraite. Et il y a eu plusieurs participantes qui m'ont dit mais est-ce que tu l'as, enfin est-ce que ces ateliers tu les as au format écrit parce que je voudrais les diffuser moi de mon côté, ça pourrait être utile à plein de monde. Enfin voilà, j'ai eu plusieurs retours dans ce sens et je me suis dit mais en fait est-ce que ça pourrait pas être ça mon idée de livre? Et j'ai repris mon début de manuscrit de l'époque et j'ai repris certains des exemples ou certains des conseils que j'avais déjà prévu de donner et je les ai juste mis sous cette forme de parallèle avec la permaculture. Et donc, ça permet vraiment de faire d'une pierre trois coups parce que j'ai créé cette retraite pour mes clientes et en même temps, tout ce travail, je l'ai recyclé dans un livre qui permet du coup d'être accessible à beaucoup plus de monde. Donc, je trouve que c'est aussi une idée de parallèle de se dire que chaque chose qu'on fait dans son activité, comment on peut faire en sorte que ce soit utile à plus de monde sous un autre format. Là, c'est le cas d'un livre, mais ça peut être, on donne une conférence, on l'enregistre en vidéo, on le propose en format formation. Enfin, voilà, il y a plein d'idées à avoir pour se dire, voilà, tout se recycle et on peut avoir un impact plus important et plus diversifié une fois qu'on commence à se dire une pierre trois coups, une pierre trois coups, une pierre trois coups. Du coup, maintenant à chaque fois que je crée quelque chose, je me dis alors comment je vais le recycler ça. Ah ouais, mais moi aussi systématiquement, donc ça me parle complètement. Et ce que j'aime beaucoup là dans ce que tu dis, quand tu expliques un petit peu l'histoire de ce livre que je trouve hyper intéressante, d'autant plus que j'ai participé à cette retraite et que effectivement, enfin, je peux le dire, je peux témoigner, c'était vraiment, c'était foufou, c'était trop bien, c'était vraiment hyper intéressant et puis d'être dans ce cadre-là, ça avait vraiment du sens. Mais du coup, ce que j'entends aussi, c'est que finalement, ces principes de permaculture, c'est tellement du bon sens que finalement, tu les avais déjà d'une certaine manière intégrés dans ta pratique entrepreneuriale, d'autant plus que toi, t'es une entrepreneur qui veut avoir le moins d'impact, enfin, un impact environnemental le plus faible possible. Donc, t'as cette conscience écologique qui fait que c'était évident pour toi déjà d'utiliser au moins une partie de ces principes-là. Et c'est vraiment intéressant de voir qu'à un moment, en te posant tout simplement pour préparer cette retraite, tu t'es rendu compte que finalement, il y avait beaucoup de choses que tu faisais ou que tu proposais qui étaient en lien avec ces principes de la permaculture. Ouais, parce qu'encore une fois, la permaculture, c'est pas un truc qui a été inventé. Enfin, ça a été inventé dans le sens où ça a été formalisé. Conceptualisé, oui. Conceptualisé, exactement, mais ça part de l'observation de la nature. Ouais. Et du coup, en fait, ça coule de source parce que c'est, comme tu dis, c'est du bon sens. Ouais, et donc, pour faire en sorte que notre société aille dans le bon sens, il faut remettre un peu de bon sens paysan dans tout ce qu'on fait. Et voilà, quoi. Ouais, non, ça c'est vraiment génial de le rappeler parce que c'est vrai que des méthodes, des approches, il y en a plein. Et là, c'est vrai que quand on creuse un peu du côté de la permaculture, on se rend compte qu'effectivement, oui, c'est s'inspirer de la nature, quoi, tout simplement. Super. Donc on a des petits commentaires qui sont arrivés. On a Amélie qui nous dit merci beaucoup les filles pour le temps d'échange, au plaisir de vous revoir pour Lydie et Solène peut-être un jour. Et on a Blandine qui nous fait un coucou et qui nous dit qu'elle ne fait que passer. Donc j'ai envie de dire bon appétit pour celles qui sont en train de manger en ce moment. Alors on arrive petit à petit au bout de notre interview ensemble, donc n'hésitez pas si vous avez des partages à nous faire, des remerciements particuliers à Solène par rapport à ce qu'elle a partagé, s'il y a des choses qui vous ont parlé plus que d'autres, n'hésitez pas à nous le dire parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant. Nous on est en train de parler là toutes les deux, on interagit, mais l'idée et le principe des lives, c'est vraiment aussi que vous puissiez nous dire voilà ce qui vous nourrit et puis peut-être que voilà s'il y a une dernière question on peut la prendre maintenant et puis sinon on ira tranquillement vers la conclusion de cette interview. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire et puis à nous faire aussi des petits pouces levés si ça vous va comme ça. Voilà. Donc
Eh ben, moi, en tout cas, j'avais plein de questions, mais je me suis dit à un moment, il faut choisir comme toujours. Et puis, j'ai trouvé que c'était vraiment hyper intéressant d'aller creuser sur des sujets concrets, pratico-pratiques. Donc j'espère vraiment que les personnes qui nous regarderont après ce live en replay, eh ben, ils trouveront aussi de quoi se nourrir. Je voudrais te dire un grand merci, Solène, pour tout ce que tu nous as partagé. Je trouve que c'est vraiment hyper important, hyper précieux. Et je ne sais pas comment toi, tu as vécu cette interview, comment c'était pour toi. Bah non, écoute, moi ça m'a fait super plaisir, voilà, de pouvoir partager sur le livre. Et puis c'était aussi l'occasion de se retrouver dans un nouveau cadre, parce qu'on a eu plusieurs occasions d'échanges au fur et à mesure des années. Donc merci beaucoup encore pour ton invitation. Et puis ouais, j'espère que les personnes qui auront regardé l'interview repartiront avec des petites pépites ou des petites graines en tout cas qui vont germer et qui vont leur permettre d'avancer sur leur chemin d'entrepreneur en se déculpabilisant et en se disant qu'elles sont sur la bonne route, parce que parfois c'est ce qui se passe en fait malheureusement quand on est entrepreneur à impact positif, c'est qu'on est tellement pas cru dans notre entourage que ça va marcher et que ça va être utile, etc., que parfois on s'auto-sabote en abandonnant trop vite, en fait, ou en n'osant pas se lancer malgré l'envie qui est là. Et du coup, rappelons-nous que c'est naturel en fait d'entreprendre et c'est bon pour tout le monde, et ça peut tout à fait être abondant financièrement une fois qu'on a les bons réflexes et qu'on crée cette diversité et qu'on trouve les bons leviers en fait pour pouvoir faire en sorte que notre activité elle grandisse naturellement et sereinement et durablement. Donc voilà, c'est vraiment ce que je souhaite à toutes les personnes qui nous regardent. Et peut-être juste, je ne sais pas si on pourra mettre ça dans les commentaires aussi, mais il y a un extrait du livre que je propose gratuitement, en fait, les 20 premières pages pour les personnes qui se sont dit, tiens, peut-être que ça me dit rien, mais en même temps, j'ai déjà 4 livres sur ma table de nuit, et puis j'achète des livres, puis je les lis jamais après. Je sais que moi-même, ça m'arrive. Et du coup, on a décidé avec l'éditeur, en fait, d'offrir le début. Et donc, ça permet à des personnes qui sont tentées, mais qui savent pas si ça va vraiment leur plaire. Puis, c'est vrai que chacun a son style d'écriture. Et puis, parfois, le thème nous dit, puis derrière, on n'arrive pas à lire parce que c'est pas notre truc, quoi. Ça peut arriver. Et du coup, on peut télécharger gratuitement les 20 premières pages. Et l'idée, c'est de les lire. Et si au bout de 20 pages, vous dites, ah, ok, ouais, en fait, j'ai vraiment envie de lire la suite, du coup, vous pouvez y aller et emprunter ou acheter le livre. Et puis sinon, ça vous aura permis de prendre la décision plutôt que de laisser ça en suspens. Donc voilà. Génial. Super. Et du coup, alors, et pour les personnes qui auront lu les 20 premières pages ou qui se disent non, j'ai même pas besoin de lire les 20 premières pages, j'y vais direct, où est-ce qu'on peut trouver ton livre? Hop, j'essaye de le mettre bien. Ouais, écoute, dans toutes les librairies normalement, parce qu'en fait, c'est édité par Duno, qui appartient au groupe Hachette, donc c'est super bien distribué dans les librairies. Et puis, donc à la fin de l'extrait, j'ai rajouté une dernière page où je donne des liens en fait pour acheter en ligne, mais auprès de librairies indépendantes, que ce soit en France, en Belgique, au Canada, je sais plus quel pays j'ai mis, en Suisse. Parce que on peut aussi acheter sur Amazon ou la Fnac, mais bon, pour rester cohérent, je sais que tout le monde peut pas forcément se déplacer en librairie, puis en plus avec même si c'est resté ouvert, mais bon bref, si vous voulez le commander en ligne, c'est aussi très facile. Et j'ai mis les liens pour faire ça, tout en soutenant les petits libraires de quartier par la même occasion. Une pierre deux coups. Et du coup, tous les liens sont à la fin de l'extrait. Super. Bon, écoute, un grand merci encore, Solène. Je suis vraiment ravie de t'avoir accueillie aujourd'hui pour cette interview. Et puis, pour toutes les personnes qui nous regardent, je vous dis à très, très bientôt pour la prochaine interview inspirante le mois prochain. Voilà. À très vite. Ciao. Bonne journée. Salut, Solène.